Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire qui porte donc très bien son nom. C'est sur 01 TV, comme tous les jeudis soirs, votre débrief de l'actu tech. Voici le sommaire de 01 Hebdo. Tout d'abord, nous allons vous faire découvrir les annonces Huawei. C'était hier à Milan, en Italie, un smartphone pliant, des montres connectées. On verra ça ensemble dans un instant. On va parler également de cloud et de cloud à la française avec Shadow qui lance sa nouvelle offre de stockage. C'est un renouveau et le responsable de Shadow sera notre invité. Dans notre chronique Tech Care, on va s'intéresser aux apports de la technologie en agriculture et notamment en irrigation. Vous allez voir, c'est étonnant et passionnant. On parlera télécom aussi bien sûr avec la 5G+, qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel changement? C'est Amélie Charnet qui nous dira tout. Enfin, quelles applications utilisez-vous dans vos téléphones mobiles? On est allé vous poser la question. Margot Duchesne vous a tendu son micro. Elle vous viendra tout nous raconter tout à l'heure. Voilà, vous voyez que c'est un programme chargé. C'est parti pour 01 Hebdo. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes ravis, mais le nous, aujourd'hui, vous le voyez, se réduit à une seule personne. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. François Sorel est absent. En fait, je vais tout vous dire. Nous étions ensemble, pas plus tard qu'hier, à Milan, en Italie, pour découvrir les annonces Huawei, dont on va parler dans un instant. Mais François a adoré, il a décidé de rester sur place, en gros. Bon, c'est pas vrai, c'était prévu de longue date. Et je suis ravi d'être, en tout cas, avec vous pour passer ces 52 minutes en votre compagnie. Vous le savez, en plus il fait beau, il fait chaud, c'est la canicule, peut-être un peu trop d'ailleurs, ce qui du coup fait qu'on tombe même malade. Désolé pour cette voix un peu fragile aujourd'hui. Malgré tout, on va tenir le coup. Vous pouvez nous retrouver pour 01 Hebdo sur votre ordi, bien entendu, sur votre smartphone, sur votre tablette, sur le site 01nettv.com, mais également, vous le savez, sur les box des opérateurs, donc chez vous, dans votre salon, confortablement sur votre écran de télé. Les box chez Orange, canal 141, chez SFR, canal 32, Free, canal 231, FranceSat également, sur le canal 81, si vous êtes abonné à FranceSat. Et puis, surtout, nous sommes heureux, à partir de cette semaine, d'accueillir des petits nouveaux. Ce sont les abonnés de Bouygues Télécom qui peuvent nous retrouver sur la B-Box. 01 TV sur la B-Box, ce sera désormais et pour toujours, on l'espère, sur le canal 140. Voilà, c'est parti, on démarre avec l'actu. Et pour l'actu, je suis ravi d'accueillir Amélie Charnet de la rédaction de 01net. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien? Ça va. On se retrouvera tout à l'heure pour parler de 5G+, c'est bien ça. Mais je suis ravi que tu viennes avec moi, débriefer un peu ces annonces, cette actualité qui est encore pas mal télécom, ou en tout cas produit de communication cette semaine. C'est Huawei, le fabricant chinois, le poids lourd chinois, qui a fait un petit peu sa rentrée, on pourrait dire ça comme ça, avec un gros événement qui avait lieu hier à Milan. Pourquoi Milan? Parce que Milan, c'est comme Paris, la capitale de la mode, vous le savez. Donc ça aurait pu avoir lieu à Paris d'ailleurs, mais ils ont finalement choisi Milan. Car Huawei se lance non pas dans le prêt-à-porter, non pas dans la haute couture, mais dans la haute couture technologique, avec pas mal de nouveautés qui sont presque des objets fashion, presque des objets de mode. Alors d'abord, on va l'évacuer rapidement, il y a un nouveau smartphone pliant, vous allez l'apercevoir probablement parce qu'on vous a rapporté quelques petites images. Un nouveau pliant avec ce format plutôt original, on va dire carnet. Donc l'écran se déplie, et le smartphone se déplie et l'écran est sur l'extérieur. Il s'appelle le Mate XS2. Il ressemble beaucoup à son prédécesseur. Il est plus fin que le Samsung Fold d'après Huawei. Il est plus plat, il est plus léger, il est plus meilleur, il est plus tout. Car, et oui, chez les fabricants asiatiques, on n'a jamais peur de se comparer à la concurrence. On y va franco. Lors de la présentation, c'était étonnant. Les deux smartphones étaient mis côte à côte et on vous expliquait que celui-là était forcément mieux. Bon, de toute façon, ne nous affolons pas, il ne sortira pas en France. Il est réservé au marché chinois et il coûtera $2000. On sait que Huawei, c'est toujours un peu compliqué pour les smartphones, puisque ils n'ont plus le droit d'utiliser les produits Google, donc forcément, ça limite un peu l'intérêt, en tout cas pour nous occidentaux, de ces produits. Il te plaît, Amélie ?
C'est difficile à dire comme ça, il faudrait vraiment l'avoir en main parce que je trouve que le poids, la sensation en main, ça compte énormément. Ils ont résolu parmi les choses qui ont été améliorées, ils ont notamment fait un gros effort sur comment on appelle ça, la charnière et en fait sur la pliure de l'écran. C'est vrai que le précédent modèle et également chez Samsung, on voyait bien. On voit quand même la pliure au milieu. Et là, c'est beaucoup plus plat, beaucoup plus uniforme. Il y a pas mal de... Mais bon, pour moi, c'est plus une question d'image. Alors, tu disais que Milan était la capitale de la mode, mais c'est aussi la capitale de la tech en Italie. En fait, on ne le sait pas toujours parce qu'en France, tout est centralisé, donc tout a lieu à Paris. Voilà, Paris est la capitale de tout, donc c'est plus mais ça. Milan est la capitale de la tech, donc il faisait d'une pierre deux coups, je pense. Et là, c'est pour un public occidental. Ils savent très bien que de toute façon, leurs parts de marché se sont effondrées et ne remonteront pas avant très longtemps. Donc c'est un peu un produit d'appel, une vitrine. Tout à fait, c'est ça, c'est de l'affichage, quoi. C'est un flagship, mais qui est un peu virtuel d'une certaine manière. Alors en revanche, ce qui devrait sortir en France, et ce sur quoi ils ont beaucoup insisté, eh bien c'est une véritable collection interminable de montres connectées. Il y a 2 rondes, il y a 2 carrés, enfin rectangulaires, et il y en aura vraiment pour tous les goûts. On ne va pas passer en revue toutes les specs. Juste au niveau design, alors celle que vous apercevez là, c'est la modèle, on va dire, un peu classique. Elle est assez grande, elle est assez fine. Je crois que c'est 47 mm, il me semble, de diamètre. Et puis ce modèle-là, le deuxième, qui est peut-être un peu plus féminin et un peu plus bling-bling aussi, il est en céramique. Le précédent était présenté comme du titane, ou en tout cas il s'appelle titanium, je ne suis pas persuadé que ce soit du titane. L'idée, c'est que vraiment, ce sont des objets qui sont là aussi pour séduire par leur design, très clairement, pas seulement par leurs caractéristiques techniques. Et qui explique notamment, encore une fois, Milan, et puis même les influenceurs qui étaient là sur place hier soir, etc. Voilà, donc la Watch GT3 Pro en 2 versions, mais quand même, technologiquement, il y a des trucs qui sont vachement intéressants sur celle-ci et puis sur l'autre modèle qu'on va sans doute apercevoir, qui est la Watch Fit, voilà, qu'on aperçoit. Non, ça, c'est la GT3 Pro, je crois bien. La Watch Fit, c'est une rectangulaire. Elle est plus rectangulaire et comme son nom l'indique, non, c'est pas une Apple Watch. Non, mais pourquoi vous dites ça? C'est pas une Apple Watch. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Franchement, ça ressemble même un les peu. couleurs. Voilà, donc elle est plus orientée sport. Donc si vous faites de l'escalade ou si vous êtes forcené de l'entraînement, c'est fait pour vous. Parce qu'il y a plein de fonctions liées au sport et il y a pas mal de capteurs. Moi, c'est ça que j'ai noté, surtout lors de cette présentation. C'est la présence d'un grand nombre de capteurs, mais alors sur toutes les montres. Par exemple, sur l'autre, là, qui a un look de montre de plongée, il y a un capteur de profondeur. Enfin, il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est cet élément qui permet de savoir à quelle profondeur on plonge, sachant qu'elle est étanche jusqu'à 30 mètres. Et puis là, il y a notamment des capteurs orientés santé. Alors, un ECG, un électrocardiogramme, ça, on a déjà vu ça sur d'autres modèles de montres, mais également, et ça, c'est la première fois qu'on va voir ça sur une montre chez un fabricant, on va dire de l'envergure de Huawei, c'est un capteur de tension artérielle. C'est-à-dire qu'on pourra prendre sa tension artérielle. On pourra ou on pourrait, car ces produits, ce sont presque des produits médicaux et donc ils sont soumis à une obligation d'homologation. Et donc pour pouvoir être sortis et lancés, notamment en France, il va falloir des autorisations spéciales qu'ils n'ont pas pour l'instant et donc qu'on nous promet pour sans doute l'année prochaine. Mais alors ça ne les empêche pas de lancer les produits parce que c'était déjà le cas pour l'Apple Watch ou même pour Withings. Ils ont des fonctionnalités qui mettent en veille et puis ils mettent à jour l'application au moment où ils ont les autorisations. Exactement. Donc oui, ça ne bloque pas la sortie. Ça bloque pas la sortie des produits. Ouais, tout à fait. Non, d'ailleurs, ils vont sortir prochainement entre 500 et 1000 euros à peu près. Donc voilà, focus sur la montre chez Huawei. C'était vraiment un événement qui était essentiellement consacré à ça. Quand on ne peut pas faire de smartphone, on se rabat sur autre chose. Hein. C'est exactement ça, c'est la stratégie de diversification à tout prix. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais Huawei s'est lancé à fond dans le photovoltaïque, par exemple. Bah voyons. Alors, c'était pas nouveau, mais en fait, les ventes de smartphones se sont tellement effondrées. Je crois qu'en 2021, c'était 80% de moins quand même. C'est énorme. Il n'y a plus que 3% des smartphones dans le monde qui sont vendus, qui sont des smartphones Huawei. Alors, ils disent qu'ils ont encore une grosse notoriété, malgré tout. Ce qui est vrai, y compris, par exemple, en France. C'est une marque qui est connue.
qu'on n'a pas oubliés, on sait qu'ils font des choses, etc. C'est vrai. Mais même en Chine, en fait, avec la 5G qui est sortie très tôt en Chine, les gens sont équipés et il y a un ralentissement, voire une baisse également dans leur marché domestique. Donc, ils sont obligés, ils peuvent que se reporter sur d'autres produits. Et alors, il y a aussi leur partie B2B qui est énorme, mais sur les produits grand public, les montres, ça fait vraiment partie d'un axe majeur de diversification. Tout à fait. Après, ils n'inventent pas grand-chose, hein, parce que finalement, ils marchent dans les traces d'Apple, une fois de plus. Non seulement en faisant des montres qui ressemblent à celles d'Apple, mais aussi en allant là-dessus. Ils vont lancer, pas en France, mais en Italie et en Allemagne, un abonnement, une carte, une sorte de passe en fait, qui permettra d'accéder à du coaching sportif, etc. Donc à fond sur le sport, à la fois à travers les produits, et puis également les contenus, parce que oui, il faut des contenus, il y a un vrai marché, il y a un vrai business. Voilà, bon, ça c'était pour les annonces Huawei. Gros morceau de la semaine. L'actu cette semaine, c'est encore et toujours, vous ne serez sans doute pas surpris, un certain Elon Musk qui n'en finit pas de faire parler de lui avec cette histoire concernant Twitter. Ça n'en finit pas. Ça a commencé au mois de février, ça a commencé le 14 février très exactement, lorsqu'il a annoncé qu'il voulait racheter Twitter. Ensuite, bon, on ne va pas refaire tous les épisodes, mais on sait qu'il a donné un chiffre, 44 milliards. Il a dit qu'il avait de l'argent, il a dit qu'il allait y aller, il a dit que c'était quasiment fait. Et puis tout d'un coup, cette semaine, ou il y a quelques jours, il a dit que, en fait, non, on va attendre. On va attendre. On met en suspens la décision de racheter Twitter. L'argument officiel invoqué, c'est qu'il y aurait un problème sur Twitter, enfin qu'il avait déjà souligné avant, c'est le fait qu'il y ait trop de faux comptes, en fait. Des comptes alimentés par des bots qui, selon Elon Musk, ça dit, il n'a pas tort, ça perturbe un peu les choses. Hein, c'est ce qui permet de la diffusion de fake news, ce qui permet de faire monter la sauce bien souvent en termes de propagation, même des messages de haine et autres. 5% officiellement de faux comptes selon la direction de Twitter. 5%, on se dit, c'est pas terrible. Franchement, bon, c'est presque la marge d'erreur. Mais Elon Musk dit que c'est pas vrai et qu'il y a 20% de faux comptes. Et que donc, il y a un vrai problème. D'ailleurs, il y a eu un échange de tweets assez savoureux entre Parag Agrawal, le PDG de Twitter, et Elon Musk, qui lui a répondu simplement par un emoji, mais je vous laisse aller le chercher, vous verrez de quel emoji. Ah oui, il faut le dire quand même, c'est un emoji caca qui sourit. Voilà, exactement. Donc, il n'a pas répondu que ça. Hein. Non, après, il a un peu argumenté, bien sûr. Mais grosso modo, ça voulait dire, tu me racontes n'importe quoi. Quand Parag Agrawal lui a dit qu'il n'y avait que 5%, ça voulait lui dire, c'est faux. Puis après, il s'est beaucoup moqué. Il y a eu une séquence vidéo aussi où on le voit éclater de rire en disant, mais tout le monde voit bien qu'il y a plus que 5%, ce qui n'est pas très scientifique, hein, parce que le coup de tout le monde voit bien ou moi j'ai constaté que, voilà, ça tout le monde peut le faire. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça, Elon Musk ? On ne sait pas exactement. Est-ce que c'est pour faire baisser le prix en se disant que finalement 44 milliards c'est un peu cher et que même s'il a réussi à réunir des financiers autour de lui, eh bien il y a peut-être un peu de mou dans les voiles, comme on dit. Est-ce que c'est pour... c'est une vraie stratégie, pas de décrédibilisation, parce que ce ne serait pas logique, mais un peu pour calmer Twitter avant de vraiment mettre la main dessus, mettre un coup de pression, etc. Bon, toujours est-il que le torchon brûle, ou en tout cas, c'est quand même toujours aussi animé entre Elon Musk et la direction de Twitter. Et cette histoire est incroyable, parce que le montant est phénoménal. Twitter, ce n'est qu'un petit réseau social, entre guillemets, mais avec, on l'a déjà dit, une influence sociétale qui est fondamentale, qui est super importante. Donc, pour toutes ces raisons-là, et puis Elon Musk, c'est Elon Musk, donc pour toutes ces raisons-là, évidemment, c'est une affaire qui fait du bruit, à laquelle on s'intéresse et à laquelle on va s'intéresser encore, parce que ça ne va pas s'arrêter là, bien entendu, ça va continuer à évoluer. 44 milliards de dollars. Si vraiment ça se fait, finalement, ce serait quand même énorme. Autre actu, Amélie. Est-ce que tu es prête pour le métaverse ? Je te cueille à froid, là, comme ça. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je ne t'attendais pas à ça. Le métaverse, les métaverses se mettent en place et il y a un acteur qu'on n'attendait pas forcément, sauf qu'on l'a vu arriver en fait, et qui est français,
par rapport au métavers, c'est Carrefour, le groupe Carrefour. Alors Carrefour, ce sont les supermarchés, puis Carrefour, c'est une très grosse entreprise française parmi les poids lourds mondiaux de la distribution et qui mise beaucoup sur la technologie. Et ils sont en train de faire un virage vraiment vers le digital, ce qu'on appelle la digitalisation des entreprises. Et ce matin, c'est Alexandre Bompard, le PDG, qui a tweeté cette petite vidéo que vous voyez là et qui est donc une séquence vidéo tournée dans le métavers de Carrefour. Il explique qu'il s'est livré lui-même à l'exercice, donc il y a son avatar. Il est allé faire passer des entretiens d'embauche dans le métaverse. Voilà, donc voilà, on l'aperçoit, Alexandre Bompard avec son avatar, qui n'a pas de jambes, comme tous les avatars, en tout cas dans les métavers de Facebook, etc. Pourquoi le métavers et pourquoi des entretiens d'embauche ? Pourquoi le métavers ? Parce qu'ils l'ont dit déjà chez Carrefour. Je confonds Facebook et Carrefour. Ils l'ont dit chez Carrefour. Ils veulent aller vers ce nouveau phénomène. Ils y croient, ou en tout cas, ils veulent s'y intéresser au cas où il se passerait quelque chose. Parce qu'ils pensent que vraiment, il y a des choses à y faire, notamment en termes de commerce. Ils pensent que demain, beaucoup de choses se feront là. À la fois, on fera peut-être nos courses dans le métaverse, mais en termes de gestion interne des entreprises aussi, et de management aussi. Et il va se passer beaucoup de choses. Et les entretiens d'embauche en question, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est pour recruter des data scientists, donc des professionnels de la donnée, dont Carrefour a besoin aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des entreprises de tech. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez des ingénieurs spécialistes de la donnée, notamment en France. Donc il faut les séduire. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut leur faire des trucs un peu marrants, un peu waouh, et pas les recevoir derrière un bureau dans un supermarché, parce que je pense que ça les amuserait qu'à moitié. Et donc c'est à la fois un outil de communication et à la fois c'est du concret. Donc apparemment il y a eu des entretiens d'embauche, de pré-embauche dans le métavers, et Alexandre Bompard était très heureux d'annoncer que ça se passait en plus au bord de la mer, même si c'est évidemment une mer virtuelle, mais bon, ça donne un petit coup de frais. C'est amusant parce que cette vidéo sur Twitter et le tweet d'Alexandre Bompard était très moqué, beaucoup de moqueries. J'allais le dire, oui. Voilà. Franchement... oui, je ne comprends pas trop pourquoi, parce que c'est pas pire que ce que présente Facebook. Mais c'est vrai que le métavers déclenche beaucoup de réactions épidermiques. Honnêtement, on a du mal à croire que les entretiens aient réellement été conduits entièrement dans le métavers. Certainement pas. Ça fait quand même effet d'affichage. Ça fait quand même un peu fake. Non, mais on voit que c'est pas. En plus, on voit que c'est pas des entretiens individuels. Oui. Donc, je pense que c'est plutôt des réunions de présentation, voilà, exactement. Voilà, donc, ça a été hyper survendu. On doute quand même de l'efficacité du truc, parce que tu disais, d'accord, séduire. Effectivement, faire un entretien dans un supermarché, c'est peut-être pas. C'est moins glamour que dans le métavers, quoi. Mais vu que c'est pas non plus encore une réalité, que c'est pas encore concret, c'est pas forcément à leur faveur finalement. C'est en train de se retourner un tout petit peu contre eux. Bon, écoute. Au niveau de l'image. Oui, je sais pas. On va voir, on verra sur la durée. C'est quand même plus marrant que d'autres trucs qu'on peut voir de la part de grands groupes français notamment. Donc ils veulent recruter 3000 spécialistes de la donnée d'ici à 2026. Donc ils ont intérêt à leur en vendre du métavers et à les convaincre. Voilà, c'est pour l'essence, une partie des 3 actus importantes qu'on avait sélectionnées pour vous, dont on voulait vous parler aujourd'hui dans 01 Hebdo. On va passer à la suite et on va s'intéresser à un autre sujet d'actualité. C'est les annonces du français Shadow. Qui est Shadow ? Si ça vous a échappé, vous allez le savoir tout de suite avec notre invité. Qui est Shadow, ou qu'est-ce que c'est que Shadow, devrait-on dire ? En tout cas, Monsieur Shadow est là. Bonjour, Éric Sell. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de 01 Hebdo. Vous êtes directeur général de Shadow. Shadow, qui est une entreprise française qu'on connaît déjà sur 01 TV, parce qu'on a déjà reçu plusieurs fois les représentants de votre société, les fondateurs, qui ne sont plus forcément là aujourd'hui. Il en reste un. Il en reste un, oui. Et Shadow, qui est passé à 2 doigts de... À 2 doigts de quoi ? De la liquidation, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Ça, voilà. Gros problème, etc. Et puis, un sauveur est arrivé.
C'est pas Elon Musk, mais c'est presque notre Elon Musk français à nous. Il serait flatté. Ouais, c'est en tout cas quelqu'un qui est très actif dans le monde numérique français. C'est Octave Klaba, le fondateur et patron de OVH Cloud. Et Octave Klaba, pardonnez-moi, évidemment, dès qu'on parle de cloud, ça lui parle. Et il a dit, mais moi, Shadow, ça m'intéresse. Et donc, OVH n'a pas racheté Shadow. Non. Mais Octave a mis des billes, c'est ça? Octave a racheté, avec son fonds d'investissement personnel, a racheté l'entreprise. D'accord. Alors, Shadow, on va rappeler pour ceux qui auraient raté le début, ça m'étonnerait, mais quand même, qu'est-ce que c'est Shadow? Shadow, ça part d'une idée qui est de mettre à disposition de joueurs à la base, de gamers, un ordinateur très puissant dans le cloud. Et cet ordinateur est composé d'une carte graphique, d'un CPU, d'un processeur et de stockage. Et donc on restitue l'image et ça permet aux utilisateurs d'avoir la sensation d'avoir un ordinateur puissant sur n'importe quel format de terminal. Voilà, je suis chez moi, je n'ai pas la dernière machine à la mode, la plus puissante, mais je me connecte avec un petit boîtier et j'accède à ce qui se fait de mieux en matière de puissance informatique. C'est un bon résumé. Voilà. Et là, eh bien, cette semaine, vous avez fait des annonces, ça va encore plus loin. Vous développez de nouveaux services, mais toujours dans cet esprit-là. Alors, on a fait plusieurs choses. La première chose, c'était, il y avait une demande de notre communauté, justement, d'avoir le dernier cri. Et donc, ça faisait quelques années qu'on était sur les mêmes plateformes, même si elles sont encore classées dans le top. Donc, on a offert une option Power qui permet d'avoir vraiment le NEC plus ultra de la plateforme de jeu, d'un PC dans le cloud de jeu. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a annoncé une nouvelle offre de stockage, donc qui peut être prise indépendamment de l'offre Shadow PC. De stockage, alors pour les documents, exactement, voilà, exactement. Les fichiers, voilà, Excel, une sorte de Dropbox photos, ou de Google une sorte de Dropbox, One, exactement. Ouais. Voilà, mais hébergé en France et dans ce que j'appelle le cloud de confiance, parce que c'est une valeur à laquelle on est assez attaché. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on a annoncée. La troisième importante, c'est qu'on a changé aussi on a ouvert notre offre de cloud computing au marché business, entreprise. Donc ça, c'est une nouveauté. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous ne le faisiez pas? Alors d'abord, il y a des entreprises qui utilisaient déjà nos solutions, mais quand on a un PC dans le cloud pour l'entreprise, c'est une licence Windows différente, c'est la volonté d'avoir un client qui a plusieurs virtual machines, alors que jusque-là, on avait un client à une virtual machine. Et puis, il y a un peu d'authentification, d'orchestration et de solidité accrue dans le domaine de l'entreprise. Donc ça, c'est l'autre grande annonce qu'on a faite. Et puis la dernière, c'est qu'on va élargir notre couverture territoriale, puisque à l'automne, on va ouvrir le Canada, l'Autriche, et on a encore des velléités à élargir pour devenir vraiment le leader du SaaS de confiance en Europe. En Europe. Les tarifs, par exemple, les gens qui avaient l'offre classique de Shadow, il va se passer quoi? Elle continue. L'offre classique de Shadow, elle reste au même prix. Inutile de vous dire que c'est pas simple tous les jours de maintenir les prix. Ça n'aura échappé à personne que l'énergie, les composants, etc. Flambent. Donc on fait tout ce qu'il faut pour maintenir. Donc l'offre reste à 29,99. Oui, parce qu'on l'oublie, mais derrière le cloud, ça reste dans la machine. Hein. Exactement. Donc il faut bien que quelqu'un paye. Et aujourd'hui, un utilisateur de jeu, c'est quelques euros quand même. Enfin, c'était quelques euros par mois de consommation électrique. Et là, ça va faire une petite culbute. Donc ça, c'est très important. L'autre, c'est l'accès justement au top de la technologie. Et donc, c'est une offre optionnelle. Donc, c'est une option à 14,99 pour disposer de ces nouvelles machines. Pour les machines super puissantes dont vous parlez là. Donc, ça, c'est la partie gaming. Exactement. Okay. Mais ça sera à peu près la même chose pour les professionnels avec des déclinaisons un peu différentes. Mais on utilise les mêmes infrastructures. Les professionnels, ils peuvent faire quoi là-dessus? Qu'est-ce qui va les intéresser? Du traitement? Ça peut aller jusqu'à du traitement d'IA, de choses comme ça? Aujourd'hui, ce qu'on a découvert, c'est que d'abord dans l'environnement du jeu, on a fait des démonstrations avec Bandai Namco pour les journalistes, justement, il n'y a pas très longtemps. Les développeurs, avec le télétravail, c'est des investissements qui sont lourds et que les gens ne peuvent pas forcément emmener à la maison ou travailler en mode collaboratif. Donc c'est ça qu'on va essayer de donner, c'est de garder dans un environnement de confiance les données, le traitement des données, et de donner une restitution au maximum d'individus et de manière la plus flexible possible sans que les gens ne soient forcés d'acheter une machine. Quand vous dites le cloud de confiance, alors c'est vrai que c'est une réalité juridique, c'est aussi un argument commercial. Qu'est-ce qui n'est pas de confiance
Enfin, pourquoi est-ce que vous vous distinguez? Alors, je vais vous donner un exemple. C'est que l'offre Drive qu'on va lancer de stockage en ligne va avoir une offre gratuite jusqu'à 20 gigaoctets, ouverte. Souvent, on entend ça et on appelle ça le freemium. La différence entre le freemium et le gratuit, c'est que le freemium, si on vous offre quelque chose de gratuit, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous allez contribuer à le payer. Vous êtes le produit, ça que vous voulez dire. Voilà, exactement. Ouais. Nous ne voulons pas monétiser notre audience. Donc c'est une règle. Donc il n'y aura pas de publicité, il n'y aura pas de revente de données, il n'y aura pas d'utilisation de données. Et ça, c'est un engagement qu'on a sur tout le portfolio de services qu'on va déployer au fil du temps. Est-ce que malgré tout, vous offrez le même niveau de service en termes de capacité de stockage, de vitesse de réaction, de stabilité dans le temps, de logiciels aussi, parce que le cloud, ce n'est pas que des machines, c'est du software? Alors, on a quand même plusieurs chances. La première, c'est que même si nous ne sommes pas une filiale d'OVH, on a un partenariat stratégique avec OVH. C'est un peu de quoi il parle. Voilà, un petit peu. Et pour être un SaaS de confiance, il faut être abrité par un pass de confiance. Donc, on est en train de finir la migration de l'intégralité de nos plateformes et de nos serveurs chez OVH. Donc, c'est un gros travail. On en parle de milliers de serveurs dans le monde. Et donc, tout est en train d'être migré, watercoolé et intégré chez OVH. Sur la partie software, je pense qu'on a une certaine expertise, donc on la renforce. On a recruté en l'espace de 6 mois 50 nouveaux collaborateurs, donc c'est pas mal. Et je pense que quand on est capable d'offrir ce qu'on offre sur le gaming, à savoir du streaming vidéo, sur toutes les formes de protocoles, Android, Mac, etc., c'est qu'on maîtrise un peu ce sujet. Et donc, j'ai toute confiance sur le fait qu'on va amener une expérience utilisateur renforcée. Et puis, on a aussi des partenariats, et notamment sur ce sujet du stockage, avec Nextcloud, qui est un leader quand même dans le domaine de l'open source. Donc, on travaille avec eux pour l'intégrer dans notre environnement Shadow et d'offrir justement la capacité de basculer de l'un à l'autre et d'avoir du collaboratif, toujours en confiance. OVH, précisément, avait dans le passé une offre de cloud grand public type Dropbox, ça s'appelait Ubique, je crois. Exactement. Voilà. Et Ubique, c'est Shadow. Ubique, c'est Shadow maintenant. Voilà. Ubique est dans le portfolio de Shadow. Ubique n'a pas... Oui, parce que Ubique avait été un peu avait été fermé, en fait. Il faut être très clair. Pas très Oui, avait été mis en sommeil parce qu'il y avait une décision un peu stratégique, justement, d'OVH, de dire on se focalise sur notre cœur de métier et on ne fait pas de SaaS. D'abord, ça évite d'être en concurrence avec leurs clients. Donc, c'est pour ça qu'Octave l'a sorti. À nouveau, il l'a racheté lui-même. Il l'a intégré dans Shadow. Et donc, on est conscient qu'on n'a pas donné le service, mais malgré tout, il reste des gens qui y sont attachés. On ne l'a pas coupé le service, on l'a fermé à la vente. Mais là, ce qu'on va offrir, je pense, c'est une expérience bien modernisée. Et pour ça, il fallait refondre complètement notre système informatique. Pour ça que ça a pris un petit peu de temps et que ce n'est pas si simple. L'expérience Alors, qu'est-ce que vous allez offrir? Ça consistera en quoi et pour quel prix sur ce... On va offrir 20 gigaoctets gratuitement. Et puis, on va offrir 2 Tera pour 8,99. Donc, ce qui, en termes de positionnement marché, est un bon positionnement, sans engagement mensuel classique. Est-ce que je pourrais le connecter facilement à mon smartphone, par exemple, on va offrir tous les services. Outils. Justement, c'est tout l'avantage d'avoir Nextcloud avec nous en partenariat, c'est d'être tout de suite capable d'être sur tous les environnements possibles et d'être opérationnel. D'accord. Si demain, je veux cesser d'utiliser, je ne sais pas quoi, Google ou Apple pour les photos et les mettre chez vous, ce sera possible? C'est le but. C'est le but, donc on veut offrir la même expérience. Donc c'est vraiment l'objectif. Alors vous allez me dire, alors quand est-ce que vous ouvrez? Oui, j'allais vous dire quand est-ce que vous ouvrez, absolument. Voilà, donc la priorité c'est qu'on va d'abord ouvrir justement à nos clients Ubique. D'accord. Et des clients Ubique, je ne donnerai pas vraiment de chiffres, mais il y en a quand même beaucoup et on parle en pétabits de données. Donc il faut d'abord ramener tous ces gens-là dans un nouvel univers de stockage et de contrôle. Donc ça va être la priorité. Dès que ça sera fait, on ouvrira la commercialisation, je pense à l'automne, pour tout le monde. Mais la priorité, c'est les clients actuels. Très bien. Écoutez, parfait. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs français, une bonne nouvelle pour l'écosystème numérique français et pour le cloud en particulier. Voilà, donc Shadow. Comment s'appelle l'offre en question? Alors, on a Shadow qui est l'offre de base de gaming. On a l'option Power, qui est la machine surpuissante. On a Shadow Business Solution, qui va se décliner avec plusieurs offres. Les pros. Et puis, on a Shadow Drive,
qui est le premier élément de notre suite que nous sommes en train de construire. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir avec toutes les nouveautés. Vous serez le bienvenu pour en reparler. Juste à propos du business, là, il y avait récemment des critiques contre Microsoft, accusé d'être toujours pareil, hein, d'être un peu trop hégémonique. Et Microsoft a annoncé qu'il allait mettre de l'eau dans son vin et permettre justement plus facilement d'utiliser ces outils sur des clouds qui ne sont pas son cloud. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça ? Bon, je n'ai pas vraiment de commentaires. Nous, on travaille avec Microsoft parce qu'on offre des PC dans le cloud, donc ils sont sous licence Windows 10, demain Windows 11. Donc on a un partenariat avec Microsoft là-dessus. Moi, plus il y a de monde. Est-ce que je peux avoir Office 365 connecté à votre cloud, par exemple, des choses comme ça ? Bon, pour l'instant, on est plutôt en train de regarder comment est-ce qu'on crée une alternative européenne. Évidemment, il y a de la place pour tout le monde. Hein. On ne va pas s'imaginer qu'on va concurrencer Microsoft demain, mais au moins qu'on ait cette alternative européenne que tout le monde attend depuis un certain temps. Eh bien, écoutez, très bien. Parfait. Éric Selle, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Directeur général de Shadow, merci d'être passé nous voir sur le plateau de 01 Hebdo. Merci. On va continuer avec les innovations technologiques qui sont bonnes pour la planète et qui peuvent rendre des services en matière d'agriculture. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi on vous parle de ça maintenant. C'est notre séquence Tech Care. Et oui, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir une exploitation agricole ou un grand jardin et donc d'avoir des problématiques d'irrigation. Comment arrose-t-on son jardin ou son champ de betteraves ? Eh bien, en tout cas, on peut le faire désormais grâce à la technologie et grâce à, j'allais dire l'intelligence artificielle, c'est un peu le mot tarte à la crème, mais vous allez nous confirmer ça tout de suite ou pas. Amira Cheniour, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondatrice de Cibex. C'est ça. Ouais. Cibex, qui est donc je le disais, une start-up spécialisée en irrigation de précision. Alors on ne voit pas forcément le lien entre l'irrigation et puis la technologie, mais vous avez développé des outils qui sont véritablement des outils high-tech pour améliorer l'irrigation. Effectivement, Cibex, elle est cofondée par 3 cofondateurs, donc moi-même, Amira Cheniour, en tant que directrice générale, Taher Messiri en tant que président et directeur technique, Inès Amida qui est notre directrice des opérations. Et l'idée, en fait, elle est venue pour répondre effectivement à l'impact du changement climatique sur les décisions des agriculteurs par rapport à l'irrigation. Et surtout, quand on se pose la question combien irriguer et quand irriguer. Avant le changement climatique, c'est déjà une opération qui est difficile. Aujourd'hui, avec le changement climatique, ça devient encore plus difficile. Donc, et la question de l'eau est de plus en plus au cœur des débats, hein, et des économies à faire, des gaspillages à éviter, etc. Exactement. Et aujourd'hui, surtout si on parle de la France, il y a des restrictions chaque année. Aujourd'hui, 10 départements qui sont soumis sous restriction. Bien sûr, il y a des niveaux, mais entre autres, c'est parce qu'on commence à vivre l'impact du changement climatique. Et effectivement, Cibex vient pour renforcer les capacités des agriculteurs à travers donc, une plateforme, là où l'agriculteur peut tracer sa parcelle, peut créer son cycle de production en précisant quelle culture, quelle variété et quelle date de début de cycle. Et nous, on va collecter toutes des données relatives au climat, au sol, des imageries satellites et par rapport aussi les phases de développement de la plante. Et on va pouvoir générer des préconisations à l'irrigation. Donc, ce n'est pas justement des données qu'on affiche, mais on oriente, entre autres, la décision de l'agriculteur vers plus de précision. Donc, le volet plateforme seulement, c'est un volet estimatif et on renforce cette estimation par des données de capteurs. D'accord. Donc, vous mettez des capteurs sur le terrain ? Oui, c'est un produit complémentaire. Hein. Donc, entre autres, l'objectif, c'est de rendre la plateforme en elle-même autant précise que l'utilisation aussi, la combinaison avec les capteurs. Et qu'est-ce que vous donnez ensuite comme information ? C'est quand irriguer et quand bien irriguer par rapport à votre parcelle, votre culture et votre sol. Pour pas utiliser trop d'eau ou utiliser de l'eau à un mauvais moment. Oui, parce que on ne va pas aller sur des économies, pas des économies, mais on ne va pas diminuer les quantités à irriguer. Par contre, on va prendre en considération le besoin de la plante en termes. Donc, il faut juste donner le juste besoin pour à la fin avoir une meilleure productivité et une meilleure production en termes de calibre et en termes de qualité. D'accord.
Okay. Donc c'est du software, enfin c'est de la data, c'est vraiment de la data avec des capteurs, vous le disiez, éventuellement sur le terrain. Ouais. On n'en est pas encore à ce que ça se fasse automatiquement avec des circuits d'irrigation pilotés par l'IA directement, non? Effectivement, pour aller jusqu'à l'IA, il faut de la data. Ouais, donc aujourd'hui, tout le monde tout le monde, toute personne qui est aujourd'hui ou toute start-up qui est en train de travailler sur l'agriculture de précision. Donc, on est en phase de collecte parce qu'il faut beaucoup de données pour pouvoir entraîner vraiment de l'IA. Et c'est ce qu'on essaie de faire, de créer ce qu'on appelle la dataset. Après, on agit sur le volet décision, c'est-à-dire quelle décision à prendre et sur l'exécution. Donc, Cibex a des stations aujourd'hui qui vont pouvoir appliquer la dose automatiquement, c'est-à-dire en configurant plutôt un plan d'irrigation, par exemple, sur la plateforme. Et nous, on va agir automatiquement à ouvrir et fermer les équipements sur terrain. D'accord. Ouais. Qui utilise votre solution aujourd'hui? Aujourd'hui, les agriculteurs, les coopératives, les centres techniques. Dans toute la France? On a, effectivement. Donc là, j'ai annoncé quelque chose. Donc aujourd'hui, en même temps, là où je suis en train de... Allez-y. Donc, d'autre côté, on est en train de lancer la nouvelle version qui est Netirig by Cibex, qui combine en fait, c'est un partenariat entre Cibex et la Chambre d'agriculture du Loiret. Et entre autres, on ramène d'autres chambres sur le partenariat. Et ça va remplacer en fait l'ancien outil Netirig, qui est le seul outil d'aide à la décision développé par la Chambre d'agriculture, par la plateforme Cibex, combiné à la force agronomique et la base de connaissances agronomiques de la Chambre. Aujourd'hui, tout agriculteur il peut accéder à la plateforme Netirig.cibex.com, il peut créer 50 et peut bénéficier en fait des préconisations à l'irrigation. On lance effectivement aujourd'hui en France. On est déjà basé en Tunisie, on a des clients en Tunisie et bien sûr on a des projets au Bénin. Donc au Bénin, on est en train de renforcer à 400 les capacités de 400 agricultrices. Vous êtes déjà sur plusieurs pays alors. Oui, exactement. Ouais. Et l'objectif vraiment de s'étendre encore plus sur l'Europe et d'aller encore plus aussi sur l'Afrique. Je disais en vous présentant, je parlais de jardin. Est-ce que ça pourrait s'adapter à une situation de particulier? Eh ben, effectivement, et c'est ce qu'on prépare aussi. Je le dis en avant-première. Même des gens qui ont leur petit potager, voilà, qui ont un grand terrain et puis qui peuvent avoir leur propre culture. On a un partenariat avec le Centre de développement horticole à Orléans, au Centre Val-de-Loire, et du coup, on est en train d'adapter aujourd'hui la plateforme pour les particuliers. Parce que notre client, c'est la municipalité d'Orléans. On est en train de gérer l'irrigation sur des parcs aujourd'hui, comme le parc floral. Et on va, en fin d'année, l'objectif, c'est de faire sortir un produit qui est dédié aux particuliers, à savoir mon père, qui aimerait en fait utiliser ça, et utilise Cibex aujourd'hui pour ses parcelles. Ah oui, donc il vous dit, alors vite dépêche-toi de venir m'installer ça. Effectivement. D'accord. Voilà. Bah écoutez, très bien, super. Et ça pourrait être vendu? Pour l'instant, c'est encore expérimental pour les particuliers, alors? Non, pour les particuliers, c'est encore expérimental. Oui. Ça va être disponible d'ici fin de l'année, je l'espère bien. Par contre, pour les agriculteurs et les centres, ça, c'est déjà utilisé dans d'autres pays. Aujourd'hui, on commercialise en France. Super. L'agriculture de précision, c'est un concept qui est plaisant, surtout dans la période, l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Merci beaucoup, Amira Cheniour. Je vous en prie. Cofondatrice de Cibex. Merci. Et longue vie à Cibex. Ce n'est pas terminé 01 Hebdo, on va parler de réseau et de 5G maintenant, je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire. La 5G+, est en approche. Et alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça encore, la 5G+? Eh bien là, moi je vous réponds, Amélie Charnet. Amélie Charnet pour tout nous expliquer. Rebonjour Amélie. Rebonjour. Alors, tu nous reviens pour nous parler de la 5G+. Voilà, c'est quoi la 5G+, franchement? Alors, j'avoue, c'est moi qui ai employé le mot 5G+. Le terme officiel, c'est 5G Advanced, comme on a eu autrefois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, la 4G Advanced qui était un peu moins, qui était la 4G+, en fait. D'accord. Voilà, donc en fait, je reviens d'un petit déplacement à San Diego, où l'équipementier Qualcomm avait organisé son 5G Summit.
Donc c'était l'occasion pour moi de découvrir ça, qui est assez récent et qui va être en fait discuté tout au long de l'année par le fameux groupement du 3GPP. Le 3GPP, c'est là où il y a tous les organismes de standardisation, tous les opérateurs, les fabricants de matériel, et c'est eux qui définissent les spécifications techniques de chaque génération de téléphonie mobile. Alors finalement, tu es en train de nous dire que la 5G, bon, on nous a dit la 5G va arriver, la 5G arrive, la 5G est là, mais en fait, il n'y a pas une 5G. Il y en a toujours plusieurs. Comme il n'y avait pas une 4G. Exactement. On a déjà parlé ensemble de ce qui se passe au niveau du réseau, le standalone, pas standalone, etc. Et ça, la 5G+, c'est quoi? Ça se traduit par quoi concrètement? Alors, en gros, pour chaque génération, il y a 10 ans à peu près. Là, on a vu... donc ça a commencé vers à peu près 2000, on va dire, la 5G. Donc il y a les 5 premières années, on les connaît déjà, c'est des normalisations qui sont déjà signées. Là, on va parler de ce qui va arriver pour nous à partir de 2025. C'est ça la 5G+. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre? Donc une simple évolution, ce ne sera pas une révolution. Il n'y a rien à changer sur les téléphones. Ah si. Ah si? Il faudra des nouveaux smartphones? Oui. Ah ouais. En fait, le cœur de réseau... C'est-à-dire que mon téléphone compatible 5G aujourd'hui ne sera pas compatible 5G+ alors, demain. Il continuera à fonctionner, heureusement. Oui, si tu veux mais continuer pas à un petit l'utiliser, plus. Tu n'auras pas les dernières évolutions, mais c'était la même chose pour la 4G. D'accord, et on oublie ces choses-là. On oublie que ça s'est passé comme ça pour la 4G. Alors évidemment, ils comptent sur le renouvellement des appareils. Peut-être que tu ne vas pas garder ton téléphone jusqu'en 2025. Ah, tu sais, moi je suis très soigneux. Enfin, sauf que là, on vient de m'en piquer, donc non. Ah. Ouais. Donc, en tout cas, et les antennes aussi vont changer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? A priori, on aurait un débit montant qui augmenterait beaucoup. Donc, tu sais que jusqu'à maintenant, là, les opérateurs ont mis le paquet sur le débit descendant. Mais le débit montant n'est pas si fou en 5G. Alors, c'est une volonté parce qu'il y a plus de besoins sur le débit, sur le download. Donc là, on aurait quand même un débit montant d'1 gigabit par seconde, ce qui serait quand même assez énorme. Ah oui. On aurait aussi une couverture qui serait bien plus étendue, la prise en charge de davantage d'objets connectés, que ce soit la simple montre ou les petits capteurs dans les usines pour les robots des usines 4.0, pardon. Évidemment les voitures autonomes et également une meilleure latence et encore une plus grande capacité pour prendre en charge tous ces objets. Alors comment on y arrive? Eh bien en fait, déjà le satellite va être davantage intégré à la 5G, mais on parle aussi carrément de drones qui pourrait venir en renfort de la connectivité dans certains endroits et tout ce qui est plateforme de haute altitude. Alors, on a vu qu'il y a eu des ballons dont les projets n'ont pas abouti du côté de Google, mais il y a toujours quand même quelques projets de plateformes de haute altitude qui pourraient venir temporairement lors d'un événement. Pardon, mais là derrière toi, on voit des petits carrés verts. C'est un rapport avec la 5G+, ça? Tout à fait. Là, c'était donc dans les labos de Qualcomm. C'est un énorme hangar où ils font des expérimentations sur la 5G+. Et là, là, on est sur le positionnement à l'intérieur, dont j'ai complètement oublié. Oui, la localisation des objets indoor se ferait à 2 cm près, alors qu'aujourd'hui, elle est de plusieurs dizaines de centimètres. D'accord. C'est le GPS intérieur. Voilà, ce serait vraiment très intéressant. Et l'espèce de chaîne qu'on voyait passer tout à l'heure, c'est donc pour l'automatisation des robots en usine, pour éviter qu'il y ait des câbles et que ce soit à chaque fois des configurations difficiles et lourdes à changer, que ce soit risqué. Tout serait connecté en 5G et ça permettrait une plus grande souplesse dans la production. Voilà. Et ça, c'est une station de base avec une simulation de ce qui se passe à l'extérieur. Tu as l'image en face de toi, tu n'as même pas besoin de te retourner. Oui, effectivement. Donc, c'est assez impressionnant. Et donc, ce qui changerait aussi, c'est les antennes. Alors, un tout petit point technique. Oui. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la grande révolution avec la 5G, c'est que au lieu d'envoyer et de recevoir des informations sur 2 bandes de fréquences différentes, comme on le faisait avec la 4G, ça se faisait sur la même bande de fréquence avec la 5G, mais à tour de rôle. Et là, la 5G+, ça se ferait simultanément. Mais ça pose d'énormes problèmes d'interférence. Donc, c'est toute une histoire. Je te passe tous les acronymes et les techniques pour y parvenir. Mais ça serait un gain énorme en capacité, donc en débit
et en latence. Donc, à voir comment le programme, il est déjà fait. Ils savent vers quel axe ils se dirigent. Il faut voir ce qui est faisable et comment ils le définissent techniquement de façon très précise. Et la 5G+, c'est un pas de plus vers la 6G, alors? Exactement. Ce serait le dernier pas même, puisqu'on va dire qu'en gros, donc, il y aurait eu 2 périodes pour la 5G, de 2 fois 5 ans. Et la question, c'est toujours de savoir jusqu'où on fait évoluer un standard et à partir de quel moment on bascule sur un autre. Donc, on verra, mais a priori, donc cette 5G+, ce serait de 2025 à 2030. D'accord. Passionnant. Et il faudra changer nos smartphones. Il faudra changer nos smartphones. Bon, mais pas tout de suite. On a de la marge et ils continueront à fonctionner. Exactement. Mais ça veut dire que oui, d'ici quelques années, il y a des constructeurs qui annonceront des nouveaux smartphones, sans doute en se vantant qu'ils soient compatibles 5G+. Mais même avant ça, de toute façon, là, on va voir débarquer les ondes millimétriques. Oui, là, il n'y a pas encore eu d'attribution des fréquences, mais nos smartphones actuellement ne sont pas forcément 5G, ne sont pas forcément compatibles avec ces nouvelles fréquences. Oui, tout à fait, absolument. Donc, merci beaucoup. Merci Amélie Charnet de la rédaction de 01net, spécialiste des réseaux et des questions de réseau et de télécom, entre autres spécialités qui sont nombreuses. On va terminer ce 01 Hebdo en plongeant à l'intérieur de vos smartphones. C'est Margot Duchesne qui est allée enquêter. J'adore la fin de cette émission parce que c'est toujours beaucoup plus féminin que le début. Non, je crois qu'Amélie était là aussi au début, donc c'est bien. Ça va Margot? Ça va et toi, Jérôme? Alors j'attends avec impatience ta séquence, d'autant que je vais faire le Candide. Je n'ai pas vu le sujet que tu vas nous diffuser. Comme quoi, voilà, tout le monde sera surpris. Exactement, donc je suis tout oui. Je me suis dit qu'après avoir présenté moult applications, j'ai voulu donc sonder tout simplement les habitudes d'utilisation des smartphones et du coup des applications des Français et des Françaises. En règle générale, c'est les réseaux sociaux qui sont les plus utilisés, qui arrivent toujours en tête du classement. Mais il existe quand même 5 millions d'applications et c'est seulement quelques-unes qui sont utilisées quotidiennement au final. Ouais. Alors si certains ont la cote comme Instagram, Twitter ou encore Snapchat, pour le grand nombre en tout cas, beaucoup sont complètement délaissés, les applications au final. Oui, c'est vrai, il y en a qu'on n'utilise plus. Oui, puis des fois on en a plein dans notre téléphone et puis bon, on est là... Moi, je ne l'utilise jamais, quoi. Voilà, parfois, on veut faire du ménage, on ne sait même plus ce que c'est. Exactement. Donc, on redécouvre l'application, donc on se dit « Ah, peut-être que celle-ci, elle va me servir un jour. » Oui, peut-être servir une fois, oui, donc, du coup, on la laisse. Voilà, Très souvent, c'est ça, et des fois, on fait un peu de ménage. Alors, sachez également qu'en moyenne, nous passons 3h30 par jour sur notre téléphone. C'est super, voilà. Donc, voilà. Allez, prenons le problème à l'envers. Mais c'est génial. Mais c'est génial, c'est pas tant que ça, sur 24 heures. Il reste une vingtaine d'heures, quand même. Mais j'ai remarqué qu'en tout cas, j'étais dans cette moyenne-là, de 3h30, donc j'ai eu un petit peu peur. Donc je vous laisse écouter les réponses des hommes et des femmes que nous avons interrogés. Quelle est votre application préférée? Moi, vraiment, c'est Twitter. Je pense que je passe vraiment beaucoup de temps, peut-être trop de temps dessus. C'est une excellente question. Je dirais Le Monde parce que c'est pratique, ça envoie des notifications pour les infos et voilà. Fitnesspal. C'est une application qui consiste à mesurer les calories qu'on mange pour pouvoir contrôler son régime et être optimal sur le plan de sa santé. Dans les réseaux sociaux, je veux dire Instagram. Twitter. WhatsApp. Twitter. Quelles sont les applications que vous utilisez au quotidien? Instagram, Facebook et Twitter. Ouais, le WhatsApp, j'utilise au quotidien pour le travail et pour parler avec des amis, pour faire les appels et tout, voilà. Plan, les trucs basiques, et puis les réseaux sociaux, Messenger, Instagram aussi, YouTube, voilà. Je vais dire Twitter, Insta, Snap et je pense aussi mon application de banque. Twitter, Insta. Instagram et Messenger. Le Monde, Twitter, Facebook, Messenger, WhatsApp, des applications qui permettent de communiquer finalement. Quelle est l'application que vous ne parvenez pas à désinstaller alors que vous ne vous en servez jamais? Tous les trucs qui sont installés sur le téléphone déjà de base, sur les Android en particulier. Je ne sais même pas comment elles s'appellent, mais on les voit tout le temps, elles prennent énormément de place et ouais, on n'arrive pas à les désinstaller. Ouais. Une question, je peux regarder? J'ai le droit de tricher? Génial. Si, peut-être EDF et moi. Okay. Mais c'est pratique. Je dirais Facebook. Alors j'y vais vraiment genre une fois tous les 3-4 mois.
Les applis de retouche photo, je sais pas, elles sont toujours sur mon téléphone. J'en ai plein, mais je les utilise pas du tout. Moi, je vais dire Instagram en fait. C'est une très bonne question. J'ai galéré il n'y a pas longtemps. C'était une application sur le contrôle du jeûne intermittent. Je sais plus laquelle, je sais plus comment elle s'appelle. Aucune, parce que j'ai pas de place sur mon téléphone, donc je supprime tout. Et quelle est l'application que vous avez récemment découvert? Reddit. Voilà. Genre, je connaissais pas trop. C'est sympa. Citymapper pour venir à Paris. Non, franchement, il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit là, comme ça. J'ai pas installé depuis très longtemps une application. Reddit, mais je comprends pas trop comment ça fonctionne, donc voilà. Headspace, si tu connais, c'est une application de méditation. Je pense que j'en ai pas, que j'ai découvert récemment. Ça me dit rien. Komoot, c'est une application de randonnée qui propose des balades, mais randonnée pédestre et en vélo. Donc voilà. Bah dis donc. Bon, c'est super intéressant. On va quand même préciser que ce n'est pas un sondage. C'est un micro-trottoir. Tout à fait. Je suis allée voir les gens. Voilà, tu n'as pas fait toute la France. Non, parce que sinon, j'aurais pas pu le filmer, je pense. Mais il y a certainement des choses qu'on retrouverait, je pense, un peu partout. Mais surtout les réseaux sociaux. Hein. Enfin, c'est impressionnant. Ouais. Mais il n'y en a pas, une seule personne qui nous a vraiment dit, bon, à part, par exemple, l'application Komoot, vraiment, j'ai découvert une application et elle est géniale et je l'utilise tous les jours. Non, celle qu'on utilise au quotidien, ça restera toujours les réseaux sociaux. C'est les mêmes. Donc au final, on s'embête, surtout les développeurs, à vraiment vouloir développer des applications qui vont faciliter le quotidien pour au final se dire bon, est-ce qu'elle sera vraiment utilisée au quotidien? Pas sûr. Ouais, après, c'est des commodités aussi. Hein. WhatsApp, aujourd'hui, c'est un outil de communication à part entière. C'est comme le téléphone. Voilà. Et toi, Margot? Mes applications? Oui. Je vais pas être très originale, hein. Ça va être Instagram, Twitter, c'est la même chose, hein. C'est forcément pour me renseigner, ça va être aussi... Alors moi j'écoute beaucoup la radio le matin, donc forcément j'ai les applications pour. Bah oui. Ça m'aide. Et puis sinon, les applications, moi j'utilise quand même Joe, pas mal. L'application que j'avais présentée pour savoir ce qu'on mange, faire les courses, avoir des nouvelles idées pour ses repas. Ça, celle-ci, j'utilise quand même assez régulièrement aussi. Bah moi j'utilise une seule appli, c'est celle de 01 TV. Oui. Aussi, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, c'est pas vrai, pas la seule. Et je suis étonné qu'il y ait une appli qui n'a pas du tout été citée, qui est personnellement celle que moi j'utilise le plus, je pense. Oui, tout à fait. C'est l'appli Notes, pour prendre des notes. Oui, mais des fois... Alors, c'est pas une appli connectée à Internet, sauf qu'elle l'est parce que ça permet en plus de synchroniser avec les... Mais comme elle est déjà dans ton téléphone, je pense que c'est pas quelque chose à laquelle on réfléchit directement. J'utilise tout le temps aussi, mais je pense qu'on la considérera moins comme une application parce qu'on n'a pas besoin de la télécharger en elle-même, elle est déjà sur notre téléphone. Oui, elle est déjà sur le téléphone, c'est ça que des fois, je pense aussi... Mais moi, demain, tu m'enlèves Notes, je suis mort. Hein. Je peux plus là, les questions que je te pose, elles sont toutes écrites. Mais sinon, tu prends un petit carnet? Je sais pas comment ça marche, un carnet. J'ai réessayé, non, j'arrive plus. Je sais pas, j'ai pas de stylo. T'as perdu tes automatismes, en fait. Exactement, il me reste que les deux doigts. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Margot Duchesne sur les applis utilisées par les Français. C'était super, très bonne idée, très bon sujet. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, François Sorel sera de retour, enfin j'espère. D'ici là, portez-vous bien surtout. À très très vite. Salut à tous.